En cette période électorale, les sondages sont devenus monnaie courante. Tous les jours, des résultats de sondages paraissent dans les médias et vont sans doute continuer à paraître jusqu'à l'élection. À sa manière, l'élection présidentielle est devenue une course. Comme pour le Tour de France, on sait qui est en tête à chaque étape. Mais est-ce que les sondages représentent vraiment une mesure instantanée de l'opinion? Ou faut-il se méfier de leurs résultats? Avec les échecs de leurs prédictions concernant l'élection de Donald Trump en 2016 et le résultat du référendum sur le Brexit en 2017, on peut se poser la question de leur légitimité, d'autant que même les médias n'ont pas toujours été friands des sondages. Les sondeurs envoient de toutes les couleurs pendant la présidentielle 2007. Les médias les ont en ligne de mire, les candidats les canardent. Jean-Marie Le Pen les traite d'escrocs et Philippe de Villiers de vendus. Des conseillers de Ségolène Royal qualifient les sondages de grotesques ou d'armes de guerre politiques. Des lieutenants de François Bayrou parlent de bidouillage et de manipulation. Dans cette escalade, le sommet est atteint par Plantu, à la une du Monde, avec son dessin traitant les sondeurs de profanateurs de la démocratie. Ils ont même droit aux mouches à merde, réservées d'habitude à Jean-Marie Le Pen. Aujourd'hui, je vous propose alors de parler de la méthodologie des sondages et de faire un petit tour d'horizon des principaux instituts de sondage en France. Commençons par la méthodologie des sondages d'opinion. Historiquement, le premier mode de recueil utilisé fut le porte-à-porte dans les années 1930 et juste après la Seconde Guerre mondiale. Avec la démocratisation du téléphone dans les années 70-80, les instituts commencèrent alors à recueillir l'opinion des sondés via des appels téléphoniques. Cette méthode est toujours utilisée aujourd'hui, bien que les sondages via Internet deviennent, depuis les années 2010, de plus en plus importants. Selon un article du Monde, pour la campagne présidentielle de 2022, l'ensemble des sondages faits sur l'année 2021 avant l'apparition de l'article, le 5 novembre 2021, ont été faits via Internet, avec des panélistes. Afin d'avoir un sondage le plus représentatif possible de l'ensemble des Français, les instituts utilisent la méthode des quotas, en sélectionnant un échantillon représentatif de la population française en ce qui concerne l'âge, le sexe, la catégorie socio-professionnelle, etc. Malheureusement pour les instituts, de nombreuses personnes ne désirent pas répondre à ces sondages, pour tout un tas de raisons diverses et variées. Cela devient problématique quand ces raisons sont reliées à des croyances politiques précises, comme par exemple le fait d'être anti-système. Dans ces conditions, les sondeurs sont alors incapables d'avoir un échantillon totalement représentatif de la population française, et sont donc obligés d'opérer ce qu'ils appellent des redressements de données. Les méthodes de redressement diffèrent selon l'institut de sondage. La première méthode de redressement consiste à donner plus de poids aux sondés d'une catégorie ne représentant pas suffisamment la population française. Par exemple, si les ouvriers ne sont pas suffisamment nombreux parmi les sondés, un poids statistique leur sera ajouté, de manière à être plus proche de la réalité. Dans le cadre d'études d'opinion politique, il y a ensuite un redressement réalisé via les résultats des précédentes élections. Par exemple, si à la précédente élection présidentielle, Marine Le Pen a eu un score de 21% et n'obtient dans les sondages qu'un score de 5% actuellement, un poids statistique va être ajouté aux sondés exprimant vouloir voter pour la candidate RN, afin que l'échantillon soit plus représentatif de la réalité. Évidemment, ces méthodes restent finalement subjectives et dépendent de la bonne foi des sondés et autres panélistes quant aux réponses données. Maintenant, je vous propose un tour d'horizon des instituts de sondage de France, les plus importants, et j'ai pris 4 exemples pour cela. Je vous propose de commencer par l'Institut français d'opinion publique, ou IFOP, qui a été fondé en 1938. Il est actuellement dirigé par Stéphane Truchy et Pierre Pigeon. Pierre Pigeon possède d'ailleurs 35% des parts de l'entreprise. Les 65% restants appartiennent à la famille d'Entresangles, qui est 58e fortune de France. Ce qui est d'autant plus intéressant, c'est qu'avant d'appartenir à la holding Norbert d'Entresangles, maintenant renommée XPO Logistique Europe après son rachat, 75% des parts d'IFOP étaient détenues par Laurence Parisot entre 1990 et 2016. Laurence Parisot a également été présidente d'IFOP de 1990 à 2007, puis vice-présidente de 2007 à 2016. Si ce nom vous dit quelque chose, c'est parce que c'est l'ancienne présidente du MEDEF de 2005 à 2013. Un des plus gros instituts de sondage en France est donc propriété des plus grosses fortunes de France et a été associé pendant un temps au principal syndicat patronal. Parlons maintenant de Kantar TNS, anciennement Sofres après son rachat par Kantar qui a été fondé en 1963. Le principal actionnaire de Kantar TNS est Kantar qui appartient au groupe WPP qui est l'un des plus gros réseaux d'agences de publicité et de communication mondiale.
De 1984 à 2016, Olivier Duhamel publie avec divers collaborateurs l'état de l'opinion pour Kantar TNS. De 2016 à 2021, Olivier Duhamel a été président de la FNSP, qui est la Fondation nationale des sciences politiques, et qui est assurée de la gestion des IEP, c'est-à-dire de Sciences Po. Il est également membre du Club du siècle et en a même été président de janvier 2020 à janvier 2021, jusqu'à sa démission suite à la parution de l'affaire Duhamel. On peut alors se poser la question des liens entre le monde médiatico-politique actuel et cet institut de sondage. D'autant plus que le fils de Brigitte Macron, Sébastien Ozière, est senior vice-président dans une branche de Kantar, chez Kantar Health. Parlons un peu d'Ipsos maintenant. Ipsos a été fondé en 1975 par Didier Truchot, un ancien d'IFOP. Il est d'ailleurs actionnaire majoritaire de l'entreprise, qui est gérée comme une société anonyme. C'est-à-dire qu'il est très difficile de savoir qui possède les parts de l'entreprise. Comme autre actionnaire notable, on peut retrouver des fonds d'investissement, comme JP Morgan ou Lazare Frères Gestion SAS, pour en citer quelques-uns. De 1981 à 2007, Ipsos sera le prestataire attitré de la présidence de la République française en situation de quasi-monopole. Durant la décennie 1980-90, Ipsos travaille de concert avec Jacques Pillan pour préparer les plans de communication de la présidence, bloquant la publication de sondages dont les résultats différaient par rapport à ceux désirés. Jacques Pillan fut d'ailleurs le principal conseiller en communication politique des présidents François Mitterrand et Jacques Chirac. Ipsos a donc été longtemps très proche de la classe politique. Pour finir, je vous propose de parler du groupe CSA. L'Institut CSA, pour Consumer Science and Analytics, à ne pas confondre avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel, a été fondé en 1983. Sa société mère est Havas, premier groupe publicitaire de France. Havas est dirigé par Yannick Bolloré et appartient à Vivendi. Havas appartient au groupe Bolloré et est donc dirigé par les enfants de Vincent Bolloré, qui est 14e fortune de France et possède le groupe Canal, avec notamment les chaînes de CNews, Canal+, et C8. L'Institut CSA a donc un lien très important avec une des plus grosses fortunes françaises. On va arrêter là pour le tour d'horizon des sondages, bien que je ne vous ai pas parlé de d'autres instituts comme Odoxa, OpinionWay ou Harris Interactive. Je pense que vous commencez à comprendre que l'indépendance affichée par ces instituts est plus que douteuse. Si les financements et les partenaires de ces entreprises peuvent égratigner l'image d'indépendance dont ils se réclament, les méthodes de sondage via Internet et les techniques de redressement complètement subjectives devraient à elles seules être suffisantes pour créer le doute sur les résultats des sondages politiques. Là encore, si vous voulez en savoir plus, je vous renvoie à l'article du Monde du 5 novembre 2021, dans la fabrique opaque des sondages, où un journaliste répond à tout un tas de sondages en se faisant passer pour différents profils sociologiques. Finalement, qu'est-ce qu'on peut penser de tout ça ? Déjà, on voit un lien étroit entre les grandes fortunes de France et les instituts de sondage. Un peu à la manière des liens existants entre les médias et les milliardaires en France. Si vous voulez en savoir plus sur ce lien entre les milliardaires et les médias, je vous renvoie à l'article du Monde diplomatique en partenariat avec Acrimed, qui sera dans la description. Le lien entre les milliardaires et les instituts de sondage est d'autant plus troublant quand on apprend que Kantar, IFOP, Ipsos et Havas, qui possèdent l'Institut CSA, sont regroupés dans le Syntec, et particulièrement sa branche conseil, qui se décrit ainsi. Syntec Conseil est le syndicat professionnel représentatif des sociétés de conseil en France. Avec près de 250 entreprises membres, nous incarnons la profession dans toutes ses dimensions et inventons ensemble les métiers du conseil de demain. Et comme vous en doutez peut-être, Syntec fait partie du MEDEF. Pour relativiser un peu, il faut comprendre que ces grands groupes ne font pas que des sondages politiques. Les sondages politiques ne représentent d'ailleurs qu'une faible fraction des études d'opinion réalisées, de l'ordre de 1%. La majeure partie de leur travail concerne des études d'opinion, de consommation ou d'habitude, à destination de clients privés. Les sondages politiques permettent à ces instituts d'avoir une visibilité médiatique plus grande et d'accroître leur légitimité auprès de leurs clients privés, avant de leur faire gagner de l'argent. Cependant, ces instituts, qui n'ont d'institut que le nom, sont très rentables et ont des chiffres d'affaires allant de la dizaine de millions jusqu'aux milliards d'euros. D'où l'intérêt des hommes et femmes d'affaires français d'investir dans ce genre de groupe, en plus du fait d'avoir accès à des panels d'opinion sur des produits qu'ils sont à même de vendre via d'autres sociétés. Si on se fie à diverses études parues sur l'influence des sondages sur le vote, les effets semblent dépendre fortement de l'individu.
Dans certains cas, la volonté de voter pour un candidat peut être renforcée, alors que dans d'autres, elle sera diminuée et entraînera un changement de vote. En particulier, dans cette étude de 1996, les chercheurs ont montré que les votants pensent à majorité que les résultats des sondages affectent les autres personnes, bien plus qu'ils ne les affectent eux-mêmes. On appelle ça le biais de la fausse unicité. C'est d'autant plus intéressant que cette étude a montré que les gens, précisant ne pas être influencés par les sondages, l'étaient quand même. Ce résultat est analogue à l'effet tierce, qui fait que l'on a tendance à surestimer l'effet des médias sur les autres alors qu'on le sous-estime pour soi-même. En conclusion, je ne peux que vous conseiller de vous méfier des sondages et d'essayer d'en tenir compte le moins possible, en particulier si vous désirez un changement radical. C'était PH, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine. Ciao.